Salut! L'histoire que je vais vous raconter a eu lieu à New York. Une fois que vous l'aurez entendue, je suis sûr que vous voudrez la partager avec quelqu'un. Car elle est intéressante de bien des façons. Vous serez certainement impressionné par la fin aussi. Notre histoire commence lorsque Bobby, 19 ans, arrive à l'université où il va étudier. C'était son premier jour à l'école. Naturellement, il ne connaissait personne. C'était la première fois qu'il s'éloignait de sa famille. Il était excité et un peu nerveux. Il allait loger dans un dortoir du campus. Il voulait aller s'installer dans sa chambre tout de suite. Alors qu'il se dirigeait vers le dortoir, en portant sa valise, des choses étranges ont commencé à se produire. D'autres étudiants le saluaient en lui disant « Salut, quoi de neuf ?»« Comment ça s'est passé ton été ? C'est cool de te revoir. » Ils semblaient tous le connaître. Même s'ils se comportaient comme ses amis, c'était la première fois que Bobby les voyait. C'était presque comme une blague de caméra cachée. Finalement, il est arrivé à son dortoir. Quand il est entré, quelqu'un a crié « Bon retour, Eddie !» Eddie ? Qui c'est ? Quelqu'un d'autre a dit « Salut, Eddie !» Il n'en pouvait plus. « Mon nom n'est pas Eddie !» a-t-il dit. La personne lui a souri en disant « T'es si drôle, Eddie !» Bobby a trouvé sa chambre. Il a commencé à défaire sa valise. On a frappé à la porte. Quand il l'a ouverte, il y avait un type d'environ son âge. Alors que Bobby attendait qu'il dise quelque chose, les yeux du type se sont élargis. Il est resté sans voix pendant un moment. Puis il a demandé « Tu es né le 12 juillet ?» Quand Bobby a dit « Oui », le gars a dit « Tu as été adopté, non ?» Bobby a encore dit « Oui », et l'étudiant a dit « Tu ne vas pas le croire, mais tu as un jumeau. Il s'appelle Eddie. Je suis le meilleur ami d'Eddie. » « Tu lui ressembles beaucoup, mais je savais que t'étais pas Eddie, » a-t-il dit. C'est ainsi que Bobby a découvert qu'il avait un jumeau nommé Eddie, dont il n'en savait rien jusqu'à présent. Sans perdre de temps, il est monté dans la voiture de l'ami d'Eddie, et ils ont conduit jusqu'à la ville où vivait Eddie. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison, Bobby a frappé à la porte. Un instant plus tard, quelqu'un qui lui ressemblait a ouvert la porte. C'était Eddie. Ils étaient tous les deux très surpris. Ils ont eu l'impression de se regarder dans le miroir. Bien sûr, il était naturel pour eux d'être aussi surpris. Si vous aviez grandi avec un jumeau, il ne serait pas aussi choquant de voir quelqu'un qui vous ressemble. Mais ils n'ont su qu'ils avaient un jumeau qu'à 19 ans et ne se sont rencontrés qu'à ce moment-là. C'était à l'époque d'avant Internet. Il y avait les journaux, la télévision et la radio. Lorsqu'un journal en a entendu parler, il a immédiatement envoyé un journaliste. Le journaliste a écrit sur Bobby et Eddie qui venaient de découvrir qu'ils étaient jumeaux. Un photographe a pris des photos d'eux. Quand l'histoire a été diffusée, tout le monde en parlait. Mais ce n'était pas fini. Il y a eu un autre rebondissement à l'histoire. Ailleurs dans le pays, une mère courut dans la chambre de son fils. Elle essaya de le réveiller. « David, lève-toi! Tu dois voir ça !» Elle criait et lui montrait le journal qu'elle tenait. David s'est finalement levé. Il a pris le journal à sa mère et a lu le titre. Des jumeaux séparés à la naissance se retrouvent après 19 ans. Il a regardé la photo de l'histoire. Lorsqu'il a réalisé que les deux personnes sur la photo lui ressemblaient, il a sauté de son lit. Lorsqu'il s'est calmé, il a appelé le journal, leur a expliqué sa situation et a demandé un numéro de téléphone où il pouvait joindre les jumeaux. Bien sûr, les gens du journal ont été surpris aussi. Ils lui ont donné le numéro d'Eddie. David a appelé le numéro. La mère d'Eddie a décroché. « Ils ne sont pas jumeaux, ils sont triplés, et je suis leur frère », a-t-il dit. Elle était si choquée qu'elle a laissé tomber le téléphone. Les triplés ont organisé une rencontre immédiatement. Même s'ils venaient de se rencontrer, ils ont tout de suite eu l'impression d'avoir grandi ensemble. Grâce à leur lien particulier, ils ne se sont jamais sentis étrangers les uns envers les autres. Tout le monde était intéressé par leur histoire. Ils ont été interviewés dans différentes émissions télé. Ils devenaient célèbres. Mais tout le monde dans le pays connaissait les triplés qui se sont retrouvés à 19 ans. Mais comment ont-ils été séparés en premier lieu ? Tout d'abord, ils ont tous été adoptés. Une agence d'adoption privée de New York les a confiés à 3 familles différentes. Ces couples ne savaient pas que l'enfant qu'ils avaient adopté était un triplé. L'agence leur avait caché ce fait. Après avoir appris ça, les familles adoptives se sont réunies et sont allées à l'agence d'adoption.
elles ont eu un entretien avec la direction. La première question était: pourquoi ne pas nous avoir dit que ces enfants étaient des triplés? Il était impossible de trouver une famille qui accepterait les 3 bébés. C'est pourquoi nous avons dû les séparer, ont-ils expliqué. Les 3 familles ont dit: si vous nous l'aviez dit, nous les aurions pris, nous les aurions pas séparés. Ils n'étaient pas satisfaits par l'explication de l'agence. Ils ont quitté l'agence en colère et frustrés. L'un des pères s'est rendu compte qu'il avait oublié son parapluie là-bas. Il est retourné le chercher. Il a vu quelque chose d'étrange quand il est retourné dans la salle de réunion. Il a vu les personnes qu'ils avaient rencontrées ouvrir une bouteille de champagne et trinquer. Les responsables de l'agence étaient en train de faire la fête. Il a pris son parapluie et est parti. Il a décrit ce qu'il avait vu aux autres parents. Bien sûr, ils étaient choqués. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils célébraient après un entretien aussi tendu. Des années plus tard, ils allaient apprendre que l'agence leur avait menti ce jour-là. Il y avait une autre raison pour laquelle ils les avaient séparés. Ils fêtaient le fait qu'ils avaient réussi à garder cette raison secrète. Quelle était cette véritable raison? Vous le découvrirez bientôt. À l'époque, les triplés étaient heureux d'être réunis après tant d'années. Ils ont emménagé ensemble. Chaque jour, ils voyaient à quel point ils se ressemblaient. Par exemple, ils ont découvert qu'ils aimaient le même type de vêtements, la même nourriture, les mêmes couleurs et même les mêmes marques. Le plus drôle, c'est qu'ils complétaient les phrases les uns des autres. Ainsi, même s'ils avaient grandi dans 3 foyers différents, ils se ressemblaient beaucoup. Les frères continuaient à apparaître dans des émissions télé en tant qu'invités. Ça les a rendus encore plus célèbres. Les gens dans la rue leur disaient: « Pourquoi vous ne faites pas un film? On veut vous voir sur le grand écran. » Les frères ont compris qu'il était temps de monétiser leur nouvelle célébrité et ont ouvert un énorme restaurant qu'ils ont appelé Triplets. Le restaurant était rempli, les gens voulaient voir les célèbres triplés. Les affaires étaient vraiment bonnes. Ils ont gagné plus d'1 million de dollars à la fin de leur première année. Pendant ce temps, un journaliste avait découvert quelque chose d'énorme. Un pédopsychiatre avait lancé une étude secrète des années auparavant. Pour ce projet, il avait passé un accord avec une agence d'adoption privée. L'agence allait séparer des jumeaux et les donner à des familles de statuts socio-économiques différents. Car le but de l'étude était de déterminer à quel point ils seraient différents s'ils étaient élevés dans des familles différentes. Le pire, c'est qu'ils cachaient à la famille adoptive le fait que leur bébé avait un jumeau. Vous avez compris, non? La mère des triplés a amené ses bébés à cette agence d'adoption. Dans le cadre de cette étude secrète, l'agence a donné les triplés à 3 familles de statuts différents. Pour mieux comprendre, examinons les familles de Bobby, Eddie et David. Le père de Bobby était médecin et sa mère était avocate. C'était un couple bien éduqué. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Ils vivaient dans un quartier riche. Le père d'Eddie était instituteur. Il n'était ni riche ni pauvre. C'était une famille de classe moyenne. Ils menaient un style de vie adapté à leurs revenus. Et enfin, la famille de David était de la classe ouvrière. C'étaient des immigrés. Ils étaient les moins éduqués parmi les parents. Ils tenaient une petite épicerie et avaient du mal à joindre les deux bouts. On voit donc clairement que l'un des triplés a été donné à une famille ayant un niveau de revenus et d'éducation plus élevé. Une autre à une famille de classe moyenne. Et le troisième à une famille à faible revenu ayant un niveau d'éducation plus faible. Il a également été découvert que les personnes qui menaient cette étude secrète rendaient régulièrement visite aux enfants. Ils effectuaient des tests d'intelligence et de personnalité qui duraient des heures. Ils les observaient dans leur vie quotidienne et prenaient des notes. Par exemple, pour voir s'ils avaient des différences dans leur coordination œil-main, ils filmaient les enfants jouant au frisbee. Ces visites ont duré, jusqu'à ce qu'ils aient environ 9-10 ans, puis elles se sont soudainement arrêtées. Alors pourquoi les familles ne s'étonnaient-elles pas de ces visites? Ce sont des tests que nous effectuons sur chaque enfant adopté. Nous devons suivre ces enfants en tant qu'agence, leur a-t-on dit, ce qui était faux. Comme on le sait maintenant, les tests étaient effectués pour l'étude secrète. Le journaliste qui a découvert cette horrible vérité a aussi trouvé les psychiatres derrière l'étude. Il a appris que l'étude a continué pendant environ 10 ans, puis a été arrêtée. Les résultats n'ont pas été communiqués au public, car on pensait qu'ils susciteraient une réaction négative. On sait tous que les documents relatifs à cette affaire restent scellés dans les archives de l'université de Yale. Le journaliste a aussi retracé les enfants utilisés dans l'étude et a rendu visite à ceux qu'il a pu trouver. Bien sûr, ils étaient tous adultes. Il a vu que les jumeaux séparés à la naissance souffraient d'une dépression chronique à des stades ultérieurs de leur vie, y compris les triplés. Ils avaient de très graves problèmes de santé mentale. Tragiquement, l'un d'entre eux, Eddie, est mort alors qu'il n'avait que 33 ans.
Salut tout le monde! Le protagoniste de l'histoire que je vais vous raconter est un cuisinier. Il est resté coincé sous l'eau pendant 62 heures. Ça fait presque 3 jours. Il est devenu la personne qui a passé le plus de temps sous l'eau et fait donc partie de l'histoire navale. Mais ça ne l'intéressait pas du tout. Il a commencé à détester la mer et être marin après ce qu'il a vécu. Il ne voulait même plus tremper ses pieds dans la mer après ça. Harrison Hocken travaillait sur un bateau remorqueur. Un remorqueur est une sorte de bateau de remorquage. Ces bateaux ont des moteurs très puissants et ils poussent et tirent d'autres bateaux ou des bateaux non motorisés à l'aide d'un épais câble de remorquage. Le héros de notre histoire était cuisinier sur un remorqueur. Une nuit, Harrison et ses collègues sont allés dans leur cabine pour se reposer après une longue journée de travail. Et ils se sont enfermés comme ils le faisaient toujours. Pourquoi fermer à clé? Parce qu'ils étaient près d'un gisement pétrolier dans l'océan Atlantique. C'est au large des côtes du Nigeria. Les navires y étaient fréquemment attaqués par des pirates. C'est pourquoi l'équipage s'enfermait toujours dans leur cabine, pour plus de sécurité. Harrison est parti dormir en même temps que les autres membres de l'équipage. Mais il devait se réveiller un peu plus tôt pour préparer le petit déjeuner. Il s'est levé de son lit comme tous les matins. Il faisait si chaud à l'intérieur qu'il ne portait qu'un caleçon. Il y avait des petites toilettes et une salle de bain à l'intérieur de la cabine. Harrison est allé dans les toilettes et a fermé la porte. En océanographie, il y a un type de vague appelée vague monstre ou vague tueuse. Comme leur nom l'indique, ce sont des vagues dangereusement grosses. Elles apparaissent à la surface de la mer de manière inattendue, même sans trace de tempête. C'est l'un des événements naturels qui effraie le plus les marins. C'est l'une de ces vagues qui a provoqué le naufrage soudain du remorqueur sur lequel Harrison et ses amis étaient. La profondeur de l'eau à cet endroit était de 30 mètres, ou 100 pieds. Le remorqueur a coulé très rapidement. Il a chaviré après avoir touché le fond de l'océan. Tout s'est passé en un clin d'œil. Malheureusement, les 11 membres de l'équipage qui se trouvaient dans la chambre avec Harrison se sont noyés. Une seule personne a survécu. Et c'était le cuisinier qui était dans les petites toilettes. Les toilettes dans lesquelles se trouvait Harrison avaient une porte en métal. La porte avait gardé l'eau à l'extérieur. Cet homme chanceux a survécu à l'accident parce qu'il était réveillé et dans un endroit où l'eau ne pouvait pas s'engouffrer. Mais il ne savait pas ce qui se passait. Il n'entendait aucun bruit. L'agitation à l'extérieur avait cessé. Le bateau avait-il coulé? Qu'était-il arrivé à ses amis? Devait-il quitter les toilettes ou attendre à l'intérieur? Il y a réfléchi pendant un moment. Il a finalement décidé de sortir de là. Ça n'a pas été facile d'ouvrir cette porte. Il a essayé de la pousser, mais elle ne bougeait pas. La pression de l'eau l'empêchait de s'ouvrir. Il poussa à nouveau aussi fort qu'il le put. La porte a à peine bougé. Harrison a continué à pousser. Lorsque la porte s'est ouverte juste assez pour qu'il puisse passer, il est vite sorti. Harrison a été choqué par ce qu'il a vu à l'intérieur de la cabine. Tous ses amis s'étaient noyés. Il était vraiment triste. Mais il ne pouvait rien faire. Il était presque à bout de souffle. Il devait sortir du bateau le plus vite possible. Harrison a essayé de nager vers la porte de la cabine. La clé était dans la serrure. Mais le courant à l'intérieur l'empêchait d'avancer. Il a lutté pendant un certain temps. S'il ne pouvait pas sortir, cette cabine serait sa tombe. Mais il ne pouvait pas bouger. Le courant l'a poussé vers la salle de bain de l'autre côté. Et c'est là qu'a eu lieu le premier miracle. La salle de bain n'était pas complètement remplie d'eau. Il restait une petite poche d'air. Harrison a levé la tête de l'eau dès qu'il est arrivé. Il a pris une très grande respiration. S'il était resté sous l'eau quelques minutes de plus, il aurait partagé le même sort que ses amis. Entre-temps, un bateau de sauvetage était arrivé sur les lieux de l'accident. Des plongeurs ont marqué le point où le remorqueur avait coulé. Ils ont plongé à cet endroit. Quand ils ont atteint le bateau, ils ont réalisé qu'il avait chaviré. L'équipement que les plongeurs avaient avec eux leur permettait de descendre à une certaine profondeur. Ils ont atteint les 30 mètres, mais ils n'ont pas pu rester longtemps en bas. Après une courte sonde, ils ont décidé qu'il n'y avait aucun survivant à l'accident. De plus, il y avait des requins dans cette zone. Après un certain temps, ils sont remontés à la surface ayant perdu tout espoir. Comme ils n'ont pas pu entrer dans le bateau, Harrison n'a pas entendu les plongeurs arriver. Il est resté dans cette salle de bain environ un jour. C'était une personne religieuse, donc il priait beaucoup. Il pensait que Dieu le sauverait certainement. Mais il y avait un problème qu'il devait régler seul. Il était dans l'eau depuis longtemps. À la profondeur où il était, l'eau était naturellement froide. La possibilité d'hypothermie était donc élevée. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer ce qu'est l'hypothermie. La température moyenne pour les adultes est d'environ 36-37 degrés Celsius.
Si cette température tombe en dessous de 35 degrés Celsius, il y a hypothermie. Et c'est un état qui peut être mortel. Si la température corporelle de la personne ne revient pas à la normale, elle se sent d'abord étourdie, puis elle perd conscience. Quand les premiers symptômes ont commencé, Harrison savait qu'il ne pouvait pas rester là plus longtemps. Il devait sortir de ce bateau et bien sûr, sortir de l'eau aussi. Le cuisinier de 29 ans a alors plongé à nouveau dans l'eau. La cabine du capitaine était à côté. La salle de bain avait une porte qui donnait sur cette pièce. Il y a nagé. Il a réussi à atteindre la chambre. Il n'allait pas pouvoir retenir sa respiration plus longtemps. Il est remonté à la surface et c'est là qu'a eu lieu le deuxième miracle. Il y avait aussi une petite poche d'air dans la chambre du capitaine. Ça lui a permis de s'accrocher à la vie une deuxième fois. Après ces miracles consécutifs, voici le troisième miracle qui a sauvé la vie de Harrison. Cette fois, notre héros a vu qu'il y avait un matelas à côté de lui. Il flottait près du sol. Il l'a tiré vers le haut. Il est monté dessus. C'est comme ça qu'il a réussi à sortir de l'eau. Ça l'a sauvé du risque d'hypothermie. Harrison était sous l'eau depuis près de 2 jours. Il avait très faim car il n'avait rien mangé. Plus important encore, il n'avait pas bu d'eau. Les humains peuvent rester sans manger environ 3 semaines, mais on ne peut passer au maximum que 3-4 jours sans eau potable. Vous savez que 60% de notre corps est constitué d'eau. L'eau potable est vitale pour nous. Mais ne vous inquiétez pas, le jeune cuisinier a eu de la chance là aussi. Après être monté sur le matelas, Harrison a vu qu'il y avait aussi un gilet de sauvetage à la surface de l'eau. Il l'a pris et l'a mis. Il y avait de minuscules lampes sur le gilet de sauvetage. Il les a allumées. Quand la pièce est éclairée, il a remarqué quelque chose qu'il ne pouvait pas voir avant. Il y avait une canette de coca qui flottait. Il était si heureux de la voir. Il a attrapé la canette, il l'a ouverte et en a bu la moitié. Grâce à ça, il a pu étancher sa soif. Il n'a pas tout bu parce qu'il ne savait pas combien de temps il allait rester là. Après cela, chaque fois qu'il avait soif, il prenait quelques gorgées. Ça faisait presque 60 heures. Les lampes ne fonctionnaient plus. Il écoutait les sons dans l'obscurité. Mais tout ce qu'il entendait, c'était soit d'autres corps qui se cognaient contre des objets, soit le bruit de requins qui s'en nourrissaient. Harrison perdait tout espoir. Il a recommencé à prier. Il n'en avait aucune idée à l'époque, mais l'aide qu'il cherchait n'était qu'à 30 mètres. La société propriétaire du remorqueur avait engagé une équipe de plongeurs experts pour extraire les corps des marins. Les hommes du bateau de sauvetage étaient arrivés sur les lieux et étaient prêts. Puis 6 plongeurs ont plongé. Ils ont construit un petit ascenseur dans l'eau. Ils allaient remonter les pauvres marins dans cet ascenseur. Les plongeurs avaient un système vidéo sans fil. Ils pouvaient ainsi communiquer entre eux et avec l'équipe du dessus. Quelqu'un sur le bateau les suivait depuis l'écran. Quand les plongeurs ont atteint le bateau, ils se sont mis au travail. Après 1 heure de lutte, ils ont pu entrer dans le remorqueur. Ils ont sorti dans l'ascenseur les 4 premiers corps qu'ils ont trouvés. Pendant ce temps, Harrison a commencé à entendre quelque chose. Ces sons étaient différents des autres. Il a pensé que l'équipe de secours était peut-être arrivée, mais il n'était pas sûr. Juste à ce moment, il a réalisé qu'il y avait une ombre qui bougeait dans l'eau. Au début, il a eu peur que ce soit un requin, mais c'était un plongeur. Il a tendu la main et a attrapé son bras. Effrayé, le plongeur a repoussé son bras. Il a tourné sa caméra dans cette direction pour voir qui c'était. Quand la personne qui suivait l'opération depuis le bateau a vu une personne à l'écran, il a crié « Il est vivant! Il y a un survivant là-dedans !» Le plongeur est vite remonté à la surface où il se trouvait. Il a vu un homme dans cette petite poche d'air. Il était si heureux de le voir. Les plongeurs voulaient sortir le seul survivant de l'eau aussi vite que possible. Mais il y avait un problème majeur. Harrison pouvait avoir le mal de décompression en remontant. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on passe trop vite d'un environnement à haute pression à un environnement à basse pression, un problème médical appelé mal de décompression se produit. Il s'agit d'une affection très dangereuse. Afin d'empêcher Harrison de l'avoir, ils ont fait venir des équipements spéciaux du navire de sauvetage. Ils lui ont mis un casque spécial et l'ont fait remonter à la surface dans l'ascenseur. Après 62 heures, Harrison a vu le soleil pour la première fois. Il a d'abord versé des larmes de joie, puis de tristesse, pour les 11 amis qu'il a perdus dans l'accident. La famille du jeune cuisinier vivait dans un petit village du Nigeria. Ils l'ont tout de suite emmené dans son village. Sa femme, qui pensait qu'il était mort, s'est évanouie en voyant son mari. Ce village était connu pour sa dévotion. Après un certain temps, le prêtre local a rendu visite à Harrison. Le prêtre a dit « Je vais te demander quelque chose. Réponds honnêtement, s'il te plaît. 11 personnes sont décédées dans cet accident. Tu as survécu dans un bateau submergé dans l'océan pendant 3 jours. Les villageois disent que ce n'est possible qu'avec la magie noire. Je te fais confiance, mais je voulais quand même te demander si tu as vraiment utilisé la magie. »
Harrison avait également entendu ces rumeurs. En fait, il n'avait pas pu aller à l'enterrement de ses amis. Il avait peur de la réaction des autres familles car il était le seul à avoir survécu. Il a répondu calmement à la question du prêtre. « Je suis un simple cuisinier, je ne connais rien à la magie noire. J'ai juste prié tout le temps où j'étais sous l'eau. J'ai pensé à ma femme et à ma famille. J'ai souhaité qu'ils me revoient et Dieu m'a aidé. » Harrison a trouvé un emploi dans un restaurant loin de la mer et a continué à vivre une vie simple de cuisinier.